Okay, good morning, everybody. Thank you for taking time out of your busy day. I know this is something we're all concerned with. We'll get straight down to business. Okay, suspect number one, we'll start. Jan, have you any update in relation to his whereabouts? Okay, so based on the Interpol is an international police organization. We have 194 member countries. FIS, have you any update in relation to his activities or his whereabouts? We are expecting to have at least 3 or 4 different sources of confirmation of his location. The Environmental Security Program at Interpol was established just over 10 years ago. It's now one of our largest crime areas in terms of resources and in terms of activities. So we would have crime units focusing on wildlife trafficking, timber trafficking, pollution crime, crimes in the fisheries sector, and also illegal mining. I have experience of 30 years of policing. A lot of that experience, the majority was involved in counter-terrorism, other forms of organised crime. I'm now convinced that environmental crime, this is probably worse than any other form of organised crime because of the impact it has on our globe. Well, environmental crime, I said, is worth over $250 billion per year. Mr. Astrid is a guy of great interest to us. The French authorities have asked Interpol to issue a red notice for his arrest, and we are currently seeking his whereabouts. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. Un casse dont l'un des cerveaux serait cet homme, Cyril Astruc. Cyril Astruc, tous les services de police le veulent, des douanes jusqu'à la financière. C'est quelqu'un qui est foncièrement dangereux. Il a été incarcéré aux États-Unis, il a été incarcéré en Suisse. En Israël, il y a eu des connexions avec le crime organisé de haut niveau. You can taunt the French police by going up on Twitter and, having a shirt that says, "Catch me if you can." הרשויות בצרפת כבר עמוק בתוך החקירה של ההונאה הגדולה, ואז רואים את סיריל אסטרוק חוגג עם אוליגרכים רוסים. חוגג את החיים. Cyril Astruc est surnommé l'homme aux milliards d'euros. Et cet argent échappe à la lutte pour l'environnement. La mafia du CO2 faisait sauter la banque sans sortir une arme. This is a major environmental crime. These guys made us lose years in the battle against climate change. Cyril Astruc est recherché par Interpol. Il est visé par un mandat d'arrêt international pour escroquerie et blanchiment d'argent en bande organisée dans l'affaire du carbone. Je suis officier de douane judiciaire depuis une quinzaine d'années. La mafia carbone. Pour nous, il faut savoir que ça a presque été 10 ans d'enquête. Une longue traque financière et une traque physique. Alors au départ, on reçoit des dénonciations, quelques transactions douteuses, des mouvements suspects, des sociétés qui ressemblent à des coquilles de noix. On avait dans le groupe un collègue qui était parfaitement féru du domaine financier, qui s'est plongé dans la thématique, qui a tout épluché. C'était un vendredi soir, donc on finissait notre semaine autour d'une bière. Il est venu nous présenter ses chiffres, les chiffres de la projection du préjudice possible au niveau français.
1,4 milliard d'euros sur le marché français. Donc on n'y a pas cru, hein. On a vu ces chiffres, on lui a demandé de refaire ses calculs, de placer la virgule au bon endroit, on a bien rigolé. Par contre, bon, on s'est tout de suite rendu compte après qu'il fallait y aller, donc dès le lundi, tout le monde était en ordre de marche pour démonter ce qu'on a pu appeler après la mafia carbone. L'histoire du carbone, c'est l'histoire des affranchis de Martin Scorsese, qui a décidé de s'emparer du droit à l'environnement. L'histoire du carbone a commencé avec le protocole de Kyoto, un événement qu'on peut encore aujourd'hui, près de 30 ans après, considérer comme historique, puisque toutes les nations se sont mises autour de la table pour la première fois se dire qu'il fallait agir pour lutter contre le réchauffement climatique. We'll recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity. Union européenne, Japon, Canada, la plupart des pays industrialisés s'engagent à diminuer de 5% par rapport à 1990 leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est la première fois qu'à l'échelle terrestre, on tente d'infléchir l'influence de l'homme sur le climat de la planète. Les États ont pris conscience que nous allions tous dans le mur, qu'on était grosso modo foutus si on ne faisait rien pour polluer moins. Mais comment atteindre ces objectifs? Parce qu'il est bien beau de se dire il faut lutter contre les gaz à effet de serre, mais comment on va s'y prendre? Et là, il est décidé de créer une sorte de bourse carbone, de Wall Street environnementale, où vont se négocier des quotas. Le principe des quotas carbone est un principe assez simple. Les entreprises, elles ont un quota, un nombre de kilos de CO2 qu'elles peuvent émettre annuellement dans l'atmosphère. Et si elles n'atteignent pas ce quota autorisé, elles peuvent le vendre sur une bourse créée à cet effet. Et ceux qui polluent trop peuvent acheter des quotas à ceux qui polluent moins. 23,35 € la tonne. Depuis ce matin, le gaz carbonique a un prix et il est même coté en bourse. La bourse du carbone à Paris. 3000 entreprises européennes ont des plafonds d'émissions. Chaque jour, elles achètent et vendent des tonnes de CO2 sur ce nouveau marché financier. Au départ, c'était une bonne idée, puisque c'était une bourse verte. Mais des gens arrivent à s'infiltrer là-dedans en montant des sociétés fictives dans les paradis fiscaux pour négocier des quotas d'émissions de CO2. Et on peut acquérir des quotas hors taxes à l'étranger, puis les revendre à des sociétés françaises TTC, la TVA devant être versée à l'État, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, à l'échelle de ce qu'est la vitesse de la transaction numérique, ça fait des centaines de milliers d'euros de gains par jour. En quelques mois, il y a des sommes astronomiques qui ont été prises au préjudice de l'État français. En Europe, ça a été estimé, bien qu'on puisse penser qu'on est un peu en dessous de la réalité, à 5 milliards d'euros. Et donc, cet argent échappe aussi à ce qui permet de financer l'un des nouveaux enjeux du siècle et des siècles à venir, c'est la lutte pour l'environnement. La fraude a tué le système, a tué le système dans l'œuf. Donc c'était un système qui était devenu entièrement vérolé, donc qui n'avait plus aucun effet en termes écologiques. La fraude à la taxe carbone, une affaire que l'on a surnommée le casse du siècle. L'argent s'est envolé et une question demeure. Qui a braqué la banque environnementale? Derrière l'escroquerie carbone, il faut des dizaines, voire des centaines de sociétés. Les flux financiers circulent à travers le monde en un temps record et rend ce blanchiment parfaitement opaque pour nous et multiplie les étapes qu'on doit franchir pour retourner au bénéficiaire final. Il y a toutes les plateformes offshore, donc on avait le Luxembourg, la Suisse, la Lettonie,
Chypre, évidemment Hong Kong, Singapour, Dubaï, Panama, les îles Vierges britanniques. Donc à chaque fois qu'on a une société, il faut des noms. Donc on a des gérants de paille, des prête-noms. En général, ça va être des gens dans une situation économique précaire, mais sur lesquels on a un petit levier quand même, parce que ces gérants de paille sont les représentants officiels des sociétés sur lesquelles on envoie des fonds. Alors on a tout dans les gérants de paille. On a des épiciers du 16e arrondissement. On a eu des éboueurs, on a eu des poissonniers, on a un pêcheur d'oursins, des jardiniers, on a des employés municipaux, des retraités, des agents de nettoyage. Toute une palette de profils. C'est le point de départ, donc on accroche des gars qui souvent n'ont pas grand-chose à nous donner, à part une plaque d'immatriculation, un surnom, dans le meilleur des cas un numéro de téléphone. On part de rien et on déroule pour remonter la filière. Et puis, au gré de nos auditions, avec d'abord les gérants de paille, les lieutenants et puis les premiers escrocs qu'on a arrêtés, le nom de Cyril Astruc revenait tout le temps. Certains l'avaient côtoyé, d'autres pas. C'était la légende. Les Belges étaient en avance sur nous. Tous les services d'enquête en Europe parlaient de ça. En Belgique, l'année de la fraude carbone, la perte calculée s'élève à 79 millions. Il a probablement fait la même chose en Allemagne. On a des éléments pour dire qu'il a fait la même chose en Espagne. Ça fait beaucoup de pays. À l'époque, on avait des personnes en détention préventive à Bruxelles. Ils ne parlaient pas. Enfin, si, ils parlaient de leur responsabilité, mais ils ne dévoilaient pas qui était derrière le dossier, qui était l'organisateur. Jusqu'un jour, une de ces personnes me demande d'ouvrir un magazine qui s'appelle Global Vision, et il me montre une photo, une des photos sur la page de couverture. Une photo, il dit voilà, ça c'est le grand patron. Alex Kahn, qui dans l'article dans le magazine parle de ses projets pour apprendre aux pays africains de mieux gérer leur émission CO2. Un beau projet. Bon, Alex Kahn, ça ne me disait rien, donc j'ai pris contact avec mes collègues français. Mes collègues français ont rapidement répondu « Oui, en fait, c'est un alias pour Cyril Astruc ». On avait aussi des enregistrements de transactions au carbone qui se passaient par le courtier en investissement. On avait deux frères qui ont passé pour 400 millions d'euros de transactions. Un des deux frères s'appelle Franck. Bonjour, monsieur Jean-Frère, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous pouvez m'appeler Franck. Franck, ok. Le marché, on est où là maintenant? Là, on achète à 13,51 et on vend à 13,48. De quoi en volume là? En volume, on est à 258 000 tonnes d'échangés. Ouais, d'accord. Bon, on va commencer. Bon, on va faire les 100 000 déjà à 13,28 déjà. On commence déjà la journée. Ok. Merci. Bon, je vous rappelle. Donc, on avait ces enregistrements-là et j'avais de l'autre côté ce nom, Alex Kahn, Cyril Astruc. Donc, j'ai trouvé un numéro de téléphone apparemment lié à Alex Kahn. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Bingo, je tombe sur Alex Kahn. Monsieur Kahn, bonjour. Vous avez un peu de temps pour moi pour discuter de... Je vous écoute. Vous n'avez pas eu contact avec les traders dans le cadre des activités de trading dans les certificats CO2? Jamais. Non, ça me dirait du tout. Et votre ancien nom, c'était... Les Français ont dû vous le dire. Cyril Astruc. Cyril Astruc, oui, d'accord. J'avais besoin de 5 secondes pour comprendre que cette voix que j'avais au téléphone, la voix d'Alex Kahn, était bien la voix de Franck au téléphone. Vous pouvez m'appeler Franck. Donc,
un grand pas en avant dans l'enquête, et ce qui a permis de délivrer un mandat d'arrêt international contre Alex Kahn, Cyril Astruc. Cyril Astruc, c'est un personnage atypique, intéressant. Il a d'abord fréquenté des gens qui étaient liés dans le milieu des stupes en France, parce qu'il y avait une première condamnation. Il a été incarcéré aux États-Unis, il a été incarcéré en Suisse. En Israël, manifestement, il a eu des connexions avec le crime organisé de haut niveau. Des relations avec des oligarques, des relations avec des chefs d'État. Il y a ce côté caméléon, en fait, qui est sa force et ce qui explique qu'il se soit retrouvé en haut de la pyramide. Pour nous, à partir de ce moment-là, c'était vraiment le gros poisson, Astruc. C'était le gars qu'il fallait arrêter, qu'il fallait entendre. Encore eût-il fallu qu'on l'ait entre nos mains. אני מנואל אלבאס פלפס, אני עיתונאית חוקרת. העוקץ של המאה, ההונאה של הפחמן דו-חמצני. ובעיקר גם התעמקתי בקרב הצרפתים הישראלים שמעורבים בהונאה הזאת. הרשויות בצרפת כבר עמוק בתוך החקירה של ההונאה הגדולה, וזאת בדיוק התקופה שסיריל אסטרוק מופיע בטלוויזיה בישראל. חוגג את החיים. ואז רואים את סיריל אסטרוק חוגג עם אוליגרכים רוסים, והוא אומר, קוראים לי בני. אני בני. בני. כולם יודעים מי זה בני. לא צריך לספר יותר. לפי הפרסומים של אותה תקופה, אנחנו יודעים לומר שהיו בבעלותו מועדון, הביבלוס, בר, הגנסבר. On s'est rendu compte de son patrimoine, donc déjà des maisons de luxe en Israël, des boutiques de luxe sur une place très réputée, et pour couronner le tout, un ranch où il faisait du gardiennage de chevaux de course. הוא נהנה מהחיים באותה תקופה. On a découvert aussi avec une certaine curiosité que sous son identité d'Alex Kahn, Cyril Astruc avait investi dans des films aux États-Unis, notamment un film sur des étudiants qui se transforment en loups-garous. On n'était pas au sommet du 7e art. Et puis on a pu retrouver des photos de la bar mitzvah qu'il a organisée pour son fils. Quelque chose à l'image d'assez faramineux. On nous a lancé des grandes vedettes internationales. אייל גולן, אבל מדובר בזמר מאוד מפורסם, שזוכה לתואר הזמר מספר 1 של ישראל כבר הרבה מאוד שנים. Quand on voit les images de cette époque-là le concernant, on a l'impression qu'il est dans un moment de fête de quelque chose qui a réussi. À cette époque-là, Cyril Astruc est parfois surnommé l'homme aux milliards d'euros. Et ça se passe à un moment donné où la police en Israël s'intéresse de plus en plus à Cyril Astruc. ב-2012 יש תאונת דרכים בלב תל אביב בכיכר דיזנגוף. ואחד הרכבים המעורבים בתאונה הוא פרארי. אחד האנשים שנמצאים ברכב הוא סיריל אסטרוק. Quand il sort, au moment de faire le constat, ça commence à s'engrainer avec les autres conducteurs du camp d'en face, entre guillemets, des passants,
obligé de plus ou moins s'interposer, et la police qui débarque et l'interpelle à ce moment-là. אתה חשוד בתקיפה ואיומים בנסיבות מחמירות, אמרנו החזקת נשק, קשירת קשר לפשע, הטרדת עד בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי חקירה במשפט. אין אתה חייב לומר דבר, כל שתאמר עשוי לשמש ראיה נגדך, הימנעות מלהשיב לשאלות. בסדר? בסדר? עשיתי תאונה עם פרארי ועם אותו רגלה. אני רגיל לשמוע הרבה דברים ולראות את תאונה, אני רגיל לשמוע הרבה דברים. הרבה דברים. ולהרגיש את הקינה של אנשים. C'est un moment clé. Les collègues israéliens se sont rendus compte de l'importance, en tout cas de l'importance financière de Cyril Astruc à ce moment-là, donc ça lui a donné une certaine masse, et ils ont fait le lien forcément entre Cyril Astruc et la mafia Carbone. Cette affaire de la Ferrari était importante pour nous puisqu'elle a permis de susciter davantage l'intérêt de la police israélienne qui était absolument essentielle pour nous. Alors il y a deux espèces de molosses à l'entrée qui signent déjà qu'on n'est pas chez n'importe qui. Il y a toute une série de véhicules de luxe. On découvre une villa qui est un peu la caricature de ce que pourrait être le rêve du nouveau riche. C'est le type de villa peut-être qu'on voit dans des émissions de télé-réalité. Tout brille, tout est grand. Il y a à l'entrée un tableau assez gigantesque aussi qui les représente en train de jouer du piano. Et il est éclairé par la lumière divine et on le voit acclamé par la foule, voilà, concentré sur son piano. Bon, voilà. Il a la salle de sport, il a la salle de billard, il a la salle de cinéma, il a l'ascenseur intérieur, il a cette piscine gigantesque, il a son cours de tennis, etc. Enfin bref, il manque rien. Voilà. Il faut quand même avoir en tête qu'Israël, c'est un tout petit territoire. Hein. Donc chaque mètre carré coûte cher et lorsqu'on a beaucoup de mètres carrés, c'est évidemment qu'on est particulièrement à l'aise. Hein. Au total, il y en a pour 15 millions d'euros. Cette perquisition, effectivement, c'était un point de bascule. Cyril Astruc, il fait mine de coopérer d'une certaine façon puisqu'il accepte de répondre aux questions. Et il est convoqué ensuite par le juge d'instruction à Paris. Ce qui est certain, c'est qu'il ignore qu'une rafale de mandat d'arrêt va s'abattre sur sa tête. Dans la nuit, je reçois un coup de fil qui me dit qu'Astruc est dans l'avion et sur le retour pour Paris, donc en provenance d'Israël. Tout va très vite en fait. Hein. On se retrouve à l'aérogare en plein milieu de la nuit, un aérogare désert à ce moment-là, avec toute une équipe prête à accueillir Astruc. Forcément, on était un peu tendus, on était un peu fébriles. Hein. C'était quand même le gars qu'il fallait arrêter. On l'a vu arriver, assez fringant. Cyril Astruc comme on l'attendait, hein, c'est-à-dire pas vraiment un gars qui se rend, un gars assez flamboyant. Alors, il a voyagé sous son identité d'Alex Khan, hein, son identité israélienne avec passeport israélien. Il repart entouré des policiers. Et nous,
Nous n'interviendrons que le lendemain matin. On se retrouve au dépôt, en cellule, hein, au pôle financier de Paris. Donc là, je l'ai interrogé. Ce qui ressort de cette audition de Cyril Astruc, c'est l'image du type sûr de lui et qui se met en scène, hein, qui en est content et avec une assurance absolument étonnante. J'avais effectivement jamais vu ça, mes collègues non plus. Il y a un moment, il y a eu 13 avocats, 12 ou 13 avocats. Donc c'est le côté show-off un peu de... Voilà. Il y a une volonté de séduction. Donc la conséquence, c'est quand vous voulez séduire, vous parlez beaucoup. Et il n'y a rien de tel pour un juge d'instruction ou un enquêteur que quelqu'un qui parle beaucoup. C'est mieux que celui qui ne dit rien. Il va vous expliquer immédiatement que on fait fausse route, d'une part, que tout ce qu'on peut imaginer sur lui n'est pas vrai. Il a quand même soutenu pendant toutes les instructions qu'il était complètement étranger à ses affaires de carbone, que certes il avait fait de la TVA dans la téléphonie, mais qu'il n'avait jamais été impliqué dans ses affaires de carbone. Et ensuite, il est mis en examen et placé en détention provisoire. C'est pas ce qu'il avait prévu. Il était tendu. On sentait bien que c'était pas ce qu'il envisageait. Il se retrouve à Fresnes où, quelques temps plus tard, sort un article de presse intitulé « L'homme qui valait 100 millions ». Ce qui peut être quand même très inconfortable en détention. Et donc Cyril Astruc a été mis à l'isolement en détention. Parce que je pouvais se sentir menacé par d'autres personnes qui pouvaient en avoir après son argent. Au bout de 15 mois de détention provisoire, Cyril Astruc sort sous contrôle judiciaire. Avec évidemment interdiction de sortir de France, etc. Remise du passeport. Il a payé sa caution de 4 millions d'euros, donc c'est toujours ça qui est récupéré pour l'État. Et donc il sort. Quand il est sous bracelet électronique et qu'il doit pointer un certain nombre de fois par semaine au commissariat, Cyril Astruc, peut-être comme un pied de nez à la police, à la justice, aux douanes judiciaires, se met en scène dans un reportage. Un casse, sans armes et sans violence, dont l'un des cerveaux serait cet homme, Cyril Astruc. Voilà, on le voit avec ses lunettes fumées bleues, ses bottes en croco, ses vestes scintillantes. On soupçonne d'avoir participé ou peut-être d'avoir été, en tout cas, l'instigateur ou non de cette fraude. Ça confirme quand même que c'est un esprit mégalomaniaque de façon assez évidente. Il va se faire retirer ce bracelet électronique, conséquence d'une autre affaire, une condamnation pour trafic de faux papiers. À tout de suite. Délivré, livré. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de détenus qui mettent en scène de la sorte hein, le retrait de leur bracelet électronique. Rapide quand même, non? La dernière grille pour le moment. Voilà. Hop. On voit encore la trace, c'est tout. Il y aura toujours une trace. Ouais, ça énerve, bien sûr. Ça énerve de voir cette espèce de sketch qui, si on ne le décode pas, dit voilà, vous comptez rien, quoi, vous êtes rien. Ça, c'est de la com, c'est du showbiz, c'est pas l'enquête. Comme un chanteur malheureux. Pour ces avocats, c'est catastrophique hein, ce qu'il fait. Là. On peut imaginer qu'un procureur, il voit ça, il monte à l'audience, il dit voyez, messieurs les juges, voilà comment il le prend, voilà comment il prend les choses.
Dans le prétoire ce matin, retour sur le casse du siècle, la fraude à la taxe carbone. Cyril Astruc et ses complices sont accusés d'avoir détourné 900 millions d'euros de droits carbone. En 2017, quand s'ouvre le procès de Cyril Astruc dans le CO2, Cyril Astruc se présente au premier jour du procès, puis ne s'y présente plus. Donc le deuxième jour, Astruc ne se présente pas au procès. Il n'est pas là, et donc on se rend au dernier domicile qu'on connaissait pour voir s'il était toujours sur place. Bel immeuble luxueux. Le gardien, les voisins, etc. nous apprennent que le gars qui arrivait et partait toujours avec un système de sécurité et des gars qui le surveillaient n'est plus là depuis quelque temps, qu'il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien dedans, donc c'était quand même parfaitement organisé. Cyril Astruc a été condamné à la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, 2 millions d'euros d'amende et des peines de confiscation, notamment de cette fameuse villa. Après, il a disparu alors qu'il n'aurait pas dû pouvoir quitter le territoire français. Est-ce qu'il a utilisé une autre identité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a pris un gros bateau? Ça, j'en ai aucune idée. On ne sait pas comment Cyril Astruc a quitté le territoire. Hein. Physiquement, alors, il n'a pas pris l'avion, ça, ou alors peut-être un jet privé. À partir du moment où sa cavale était actée, donc Interpol rentre en ligne de compte pour émettre des red notices, donc le présenter parmi les personnes les plus recherchées au monde. An Interpol Red Notice is a request from one of our member countries to locate and arrest a fugitive. One of the capabilities that we have, which is very effective, is when one of these fugitives crosses a border to another country, Interpol will be alerted. And we will work with our 194 member countries to try and locate Mr. Astruc. And that's what we're currently doing at the moment. Donc, bon, forcément, il se doutait bien que j'étais au courant qu'il avait pris la fuite. Et il envoie un mail où il s'excuse, où il met en avant son besoin de partir. Bonjour, inspecteur. Compte tenu de ma situation, je comprendrai si ce mail demeure sans réponse. J'ai dû partir soudainement, et croyez-moi, je voulais plus que quiconque me défendre à ce procès que j'avais tant préparé. Je peux vous assurer que la situation avait atteint un degré de dangerosité que je ne pouvais plus gérer. La folie du milieu traditionnel, les menaces et tentatives à l'encontre de ma personne étaient à leur maximum. Oui, pour payer, mais pas pour un mythe, pas pour une fausse légende, c'est l'idée que j'ai de la justice. Sincèrement, Cyril Astruc. Cyril Astruc avait peur de ce qui pouvait se passer en France. Hein. Il y a quand même eu quelques meurtres dans le milieu du carbone, autour des affaires carbone, donc il avait peur à juste titre. Hein. 4e mort dans l'affaire carbone. Un homme a été abattu cet après-midi par 2 individus qui ont pris la fuite en scooter. Le sang coule dans l'affaire carbone. Moi, à l'époque, je suis sous-directeur en charge de la lutte contre la criminalité organisée et la grande délinquance financière. Là, vous avez à la fois du grand financier, puisque les sommes sont astronomiques, et puis vous avez quand même des crimes de sang qui s'en suivent les uns après les autres. L'une de ces victimes s'appelle Sami Souyed. Pour les juges, il était l'un des organisateurs de la fraude à la taxe carbone. Sami Souyed. L'assassinat a lieu porte-maillot. Un commando de 2 personnes sur un scooter attend et un homme va venir avec une arme de poing, un pistolet automatique, et il va abattre Sami Souyed. 300 000 euros en liquide et cette bague en forme de tête de mort ont été retrouvés près de son cadavre.
Voilà, c'est une exécution de sang-froid qui ressemble à l'exécution de mafia, de crimes organisés. Là où il y a de l'argent, il y a du sang. Cette escroquerie a donné lieu à une espèce de folie meurtrière. Au total, on compte 6-7 homicides et on n'a aucun moyen aussi d'élucider certains suicides. À cette époque, Cyril Astruc peut faire tomber beaucoup de monde. On comprend qu'il reçoit beaucoup de pression. On sent une crainte pour lui, mais aussi une crainte pour sa famille. Je me souviens bien effectivement de textos, je crois de mémoire, qui étaient adressés directement sur le téléphone de son épouse. Mais... Because of all the carbon-related mafia killings, then they needed protection. And in this case, bodyguards just weren't enough. Mr. Khan, aka Astruc, took the road from Paris to Monaco. And from Monaco, probably took a yacht to Tel Aviv. So as soon as he arrived here in Tel Aviv, he sought for local protection. So then he got close to Amir Mulner, who, is allegedly the head of the organized crime in Israel and somebody who's been on our radar for a long time. אמיר מולנר, למי שעל פי המשטרה, מוביל את ארגון הפשע המסוכן בישראל. Mulner was suspected in civil cases of narcotics, assassinations, and attempted murders by car bombs. כך התפוצץ רכבו של פרקליט במחוז תל אביב, זה שאחראי על תיקי ארגון הפשיעה של מולנר. Khan, aka Astruc, fuels money into the Mulner criminal gang. And in return, he gets protection from the Mulner criminal gang against other criminal gangs. שיש פחות או יותר כ10 אנשים שהורשעו בצרפת במעורבותם בעוקץ של המאה ונמצאים בישראל, וצריך להבין שהם חיים פה באופן חוקי. They've got Israeli nationality. This is a complete deviation from the concept of Aliyah, when people all of a sudden, it's convenient for them, discover their Judaism and come to Israel. They actually seek for shelter from the original prosecutors of their countries. I can give you the names and addresses of 8 people who are wanted for prison in France and who are now living in insane luxury here in Israel. Cyril Astruc ou d'autres sont en cavale en Israël. Et en fait, donc, ils sont au vu et au su de tout le monde et ils ne sont pas extradés parce que Israël ne fait pas cela. Israel, like many other countries, do not arrest fugitives upon the diffusion of a red notice. We make every effort in order to avoid a situation of safe haven in Israel. And as I said, as an immigration country, it's sometimes hard. However, we do extradite our nationals. How do you explain that individuals condemned in France, both at first instance and on appeal for criminal cases from 2009, are still not being extradited from Israel to France? Matal, that was one of the questions I was not willing to refer to, because you're talking about specific cases. No, I'm not going to go into any reference to specific cases. Your question assumes that the French authorities did all they can, or all they need according to the convention in order to pass the ball to our side. But we don't get any answer, or we get an unsatisfying answer.
officially, these guys have done nothing wrong here. So it's not a priority for the Israeli authorities. As a police officer, I cannot accept this. That's why I'm talking to you, even though I know that my superiors won't go on the record and comment on this. It's just not acceptable. Est-ce que vous savez où est Cyril Astruc aujourd'hui? Non, je sais pas où il est. Je suppose qu'il est à Herzliya chez lui, hein. Sincèrement. On peut le penser, en tout cas. Dans ce quartier UP, il y a une communauté de Français qui sont connus pour avoir été parmi les acteurs du casse du siècle, et on les appelle, là-bas, les CO2. Voilà, bon. Alors, ils ont des villas absolument magnifiques. Cyril Astruc, de ce point de vue-là, a peut-être l'une des plus belles maisons de Tel Aviv. Un endroit où il n'y a pas de monde, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a un parc qui s'appelle le Gan Friesland. À Kidma 80, dans un quart d'heure. Moi, je nie toutes les affaires sur lesquelles je suis mis en examen. J'étais en tout cas mis en examen en France. Ils ont arrêté tout le monde. Mais quoi? J'ai tapé 2 ans, j'aurais laissé 20 millions de caution. Ils te cherchent pour plus que ça. Ils peuvent après, ils peuvent triper autant qu'ils veulent. Et moi, je cherche... tu vois ce que je veux dire ou pas? Je cherche le Graal. Oui, un acharnement, oui. Par rapport à une personnalité, par rapport à... je sais pas quel est leur délire après dans leur truc. Mais oui, il y a un acharnement, quoi qu'il arrive. On le sait, c'est pas nouveau, de toute façon, c'est pas un truc... Cette fraude a été une fraude environnementale. Qu'est-ce que tu en dis de ça, toi? Pour moi, l'outil était déjà à la base mal fait. Maintenant, c'est la facilité de dire c'est pas seulement une fraude, c'est un truc vraiment qui a touché tout le monde, qui a fait du mal à tout le monde parce qu'on a touché l'environnement. Non, moi je vois pas en quoi ça a eu. Ça nuit à l'environnement en tout cas. Ce qui nuit à l'environnement, c'est tout ce qui nuit à l'environnement. Je veux dire, c'est à un moment donné, je suis pas Nicolas Hulot. Hein. Est-ce que tu vas te rendre? Si un jour le PNF décide d'entamer une négociation, je suis prêt à l'écouter, bien sûr. Tu crains pas une mesure d'extradition? Je la crains, mais c'est le jeu. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, moi je suis condamné déjà. Ma peine, je la fais en Israël. De toute façon. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, le PNF ne me verra jamais en France. Je fais ma peine en Israël. Donc, en tant qu'Israélien, je dois faire ma peine en Israël. Donc, s'il doit crever quelque part, je peux dans une prison israélienne. Le fait que Cyril Astruc soit toujours pas derrière les barreaux, oui, c'est un échec. C'est un échec. He can taunt the French police by going up on Twitter and, having a shirt that says "Catch me if you can." Catch me if you can, c'est l'arrogance. C'est clair qu'il a besoin de ça apparemment. Donc il a besoin de se faire reconnaître, de se mettre en valeur. Catch me if you can. C'est drôle, hein, il est drôle. Hein. De toute façon, c'est un gars drôle. Hein. On peut pas l'enlever. Maintenant, il nous fait rigoler, mais on va l'attraper. Hein. On l'a déjà rattrapé hein, dans le passé. Il a déjà passé du temps en prison. Tôt ou tard, il y aura une cloche quelque part qui sonne. La justice ou l'État, c'est une machine. Donc certains peuvent penser qu'on est lent. On est surtout méthodique. Et c'est une affaire de temps. Nous, on déroule. J'ai aucun doute que Cyril Astruc vit très bien en Israël, dans une très belle maison, avec tout ce qu'il veut.
Mais il n'est pas libre. Il est en Israël, qui est un très beau pays, mais qui reste un petit pays, il ne peut pas bouger. Et il sait qu'on est là. Je suis à peu près sûr qu'on reverra Cyril Astruc à un moment ou à un autre. La vertu cardinale de la police, c'est la patience. Tôt ou tard, on le retrouvera et il sera arrêté. C'est une question de temps. Le personnage qu'il essaye de se construire médiatiquement est un personnage qui est aussi artificiel en fait, que la valeur de ses quotas carbone. Parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement dangereux. C'est quelqu'un qui est le contraire de Robin des Bois. Hein. C'est celui qui prend l'argent de tous pour le garder pour lui tout seul. Voilà. Mr. Khan, aka Astruc, and the other members of the carbon mafia, we know from our collaborations with European partners that what they've done, this affects all of us. It's not wildlife trafficking, it's not poaching, it's invisible. They robbed the environmental bank. These guys made us lose years in the battle against climate change. A lot of countries do not take environmental crimes as seriously as some of the other conventional crime areas, such as drug trafficking, human trafficking. I think that we really need to focus our attention on these people because of the damage they're doing to the environment, and obviously looking at the money they're making from these crimes. So the money laundering side of this is hugely important as well. Samuel Jaffer is otherwise known as the Ivory. I am very confident over the next number of months and years that Interpol will have a huge impact in the area of environmental crime, and in particular, focusing on the people and the fugitives that are wanted, the people who are damaging and using our natural resources to make money.